Donc, il y a une amie qui me raconte que son fils, qui a à peu près, je sais pas, 6, 7 ans, est revenu de l'école en lui disant que ses camarades à l'école lui ont dit que sa peau sent, que ça sent comme les caca. Un peu leur cobaye. Il venait, il prenait sa main comme ça, il faisait ça, et puis il disait, mais quand on regarde ta main, tu es blanc et tu es noir. Leur identité, comment est-ce qu'ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent comme des enfants qui viennent d'Afrique? Est-ce qu'ils se sentent, veut dire, qui ont des racines en Afrique, leurs racines en Afrique, ou est-ce qu'ils se sentent pleinement comme des enfants de l'Occident? Et ou alors est-ce qu'ils se sentent comme des enfants métissés? J'avais parlé. Welcome et très bonne année 2026 à toi qui nous regarde. J'aimerais juste prendre un instant pour dire merci à toutes les personnes qui nous ont permis d'atteindre les 1000 plus abonnés maintenant, pour les personnes qui soutiennent, qui nous soutiennent, parce que vraiment vous nous donnez la force de pouvoir avancer. Merci beaucoup. J'espère que, en tout cas, le contenu, les contenus sur cette chaîne vous apporteront de plus en plus de la valeur. Pour 2026, je vous souhaite vraiment à chacun de découvrir sa mission de vie, pour ceux qui ne l'ont pas encore et pour ceux qui l'ont déjà, de continuer de développer, de grandir et de se déployer dans ce sens. Je reste convaincue que lorsque quelqu'un découvre sa mission de vie et est conscient des dons et des talents que Dieu a déposés en lui, premièrement, il commence à vivre une vie beaucoup plus épanouie, et deuxièmement, il commence à se sentir plus utile dans la société. Il ne vit plus juste pour vivre, juste pour remplir payer les factures, accomplir les tâches, etc. Donc, c'est mon souhait pour toi en 2026, et que Dieu bénisse ton année 2026. Alors, on va rentrer dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler des enfants de la diaspora en Occident. On va parler de comment est-ce qu'ils se sentent psychologiquement en grandissant dans cette société, et de la crise identitaire que beaucoup rencontrent souvent en grandissant également dans cette société. Il y a une grande sœur qui m'a dit qu'elle disait à ses enfants ceci quand ils grandissaient en Allemagne, que tu es certes né ici, tu grandis ici, mais tu n'es pas seulement d'ici. Ou encore, tu ne seras jamais considéré comme seulement, pleinement comme un enfant d'ici. Je disais surtout à chaque fois que ces enfants expérimentaient des situations, en tout cas, qui leur permettaient d'ouvrir les yeux face à cette réalité. La question qu'on va aborder aujourd'hui, ou plutôt les questions, parce qu'on va poser plusieurs questions sur la table. Je ne veux pas prétendre avoir la réponse à ces questions. Donc, vous allez nous aider à répondre à ces questions dans les chats. On va parler du bien-être psychologique, mental des enfants de la diaspora. On va parler de leur identité. Comment est-ce qu'ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent comme des enfants qui viennent d'Afrique? Est-ce qu'ils se sentent, veut dire, qui ont des racines en Afrique, leurs racines en Afrique, ou est-ce qu'ils se sentent pleinement comme des enfants de l'Occident? Et ou alors est-ce qu'ils se sentent comme des enfants métissés? J'avais parlé une fois à quelqu'un dans ce cas qui me disait, je me sens comme un métis en fait. Je suis de deux cultures. Mais la société, en tout cas, leur pousse à se poser ces questions à un moment donné de la vie. Voilà pourquoi il est crucial et primordial pour les parents de la diaspora d'anticiper cela le plus tôt possible avec leurs enfants. Cette vidéo c'est la suite, pardon, à la précédente vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines. Il y a eu un incident majeur de je vais, race. Ok, je vais dire, quand je dis race dans la vidéo, c'est pour, vous savez, les standards de l'algorithme, s'il y a des mots qu'on n'est pas permis d'utiliser, sinon l'algorithme va bloquer ces vidéos. Donc, quand je vais dire race, vous saurez que je fais allusion, pardon, à race 6. Voilà, vous avez compris. Donc, il y a eu une scène extrême de race dont une connaissance à moi avec sa fille ont fait face à un monsieur qui s'est arrêté en route, en chemin, et qui a commencé à les insulter, sale nègre et tout, et puis qui leur a craché dessus. Et j'en parlais dans une vidéo précédente, et celle-ci un peu la suite. Ok, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je la mets là, ou bien dans description quelque part, tu vas retrouver ça, et puis je t'encourage à aller la regarder. Donc on va commencer cette vidéo avec deux petites histoires. La première, c'est l'histoire parce qu'à la suite de la vidéo dont je vous parle, il y a des personnes avec qui j'ai échangé et qui m'ont fait part de ce que leurs enfants ont vécu ou vivent dans la société occidentale. Et donc, il y a une amie qui me raconte que son fils, qui a à peu près, je sais pas, 6, 7 ans, est revenu de l'école en lui disant que ses camarades à l'école lui ont dit que sa peau sent, que ça sent comme les caca. Et imaginez l'embarras et le mal-être d'une maman dont l'enfant revient de l'école et lui raconte une chose comme ça.
tu as envie de te mettre à la place de l'enfant, tu as envie de réagir à sa place, mais même les mesures que tu vas prendre pour aller aborder, pour aller parler de ça à l'école, sensibiliser les enseignants, etc., c'est juste un phénomène parmi tant d'autres que cet enfant auquel cet enfant fera face en grandissant en Occident. La deuxième histoire, un enfant adolescent, là, qui me raconte ce qu'il a vécu quand il était plus jeune. C'est un ado d'environ 16-17 ans qui me dit quand il avait 11 ans, ils ont déménagé avec sa famille dans une petite ville où, dans cette petite ville-là, ils étaient, avec sa sœur, ils étaient les seuls noirs de l'école, les seuls africains de l'école. Et il a subi, il me dit, à 11 ans, il a subi tellement de choses. Par exemple, ses copains venaient le voir, parlant de la peau, ses copains venaient le voir et lui dire, ah, mais ta peau ne sent pas comme la peau noire. Il dit, mais la peau noire, ça sent comment? Il dit, ah, mais ça devrait sentir comme la peau noire, ça ne devrait pas sentir comme la peau blanche. Vous vous imaginez comment un enfant est troublé en attendant tout ça? Il venait, il touchait ses cheveux tout le temps, oui, ils ont cette manie-là. Il lui touchait tout le temps les cheveux pour voir à quoi comment sont tes cheveux. C'était des enfants aussi probablement de 10, 11 ans qui le faisaient peut-être naïvement, parce qu'ils n'avaient jamais vu jusque-là, en tout cas dans leur école, ils n'avaient jamais vu jusque-là un enfant de cette couleur. Et donc, lui, il peut leur cobaye. Il venait, il prenait sa main comme ça, il faisait ça, et puis il disait, mais quand on regarde ta main, tu es blanc et tu es noir, comment ça? Ce genre de choses, en fait. Il disait qu'il n'arrivait même pas à prononcer son nom, qui n'est même pas compliqué du tout, au point où au début, ils lui ont attribué un nom comme ça, là, ils se sont choisis entre eux, ils l'ont appelé comme ça pendant des mois. Et c'est des choses auxquelles nos enfants font face dans la société occidentale et qui sont souvent très difficiles pour eux à manager, surtout quand ils ne sont pas préparés par les parents. Et c'est souvent le cas, les parents n'anticipent pas suffisamment. Ils laissent que ces enfants aillent découvrir ce genre de choses à l'école quand ils reviennent à la maison se plaindre, c'est là où les parents vont mettre le dossier sur la table. Mais vraiment, aujourd'hui, le but, c'est d'encourager les parents à anticiper ce genre de moments, anticiper ce genre de conversation, anticiper ce genre de moment et puis préparer ses enfants à la réaction qu'ils peuvent avoir, qu'ils devraient avoir dans ce genre de situation. Et même pour les parents, commencer à se poser les bonnes questions, à savoir, est-ce que je veux vraiment que mon enfant grandisse dans cette société? Il n'y a rien de mal à cela, mais il faut être conscient de ce à quoi ton enfant fera face et te demander, est-ce que je veux vraiment ça pour mes enfants? Et si oui, quelles sont les mesures que je mets en place? Sinon, qu'est-ce que je fais aussi pour que mes enfants ne grandissent pas dans cette société? Alors, je, je, je pense à la vidéo. J'avais suivi des vidéos de deux personnes que vous connaissez très bien sur les réseaux. Il s'agit de Philippe Simo et de Yves, je ne sais plus comment il s'appelle, Yves, en tout cas de l'investisseur au pays. Beaucoup d'entre vous les connaissez, sinon vous les retrouverez sur YouTube. Voilà, ils sont assez connus. Et chacun d'entre eux était dans la diaspora. Et ils ont décidé de retourner. Maintenant, on voit que c'est des hommes d'affaires, mais ils ont vécu dans la diaspora à un moment donné. Et dans les choses qui ont créé le déclic pour eux de rentrer, de ce que j'avais entendu de leur vécu, ou des vidéos qu'ils avaient publiées, c'est de se dire, est-ce que je veux vraiment que mon enfant grandisse dans ce genre de société? Il me souvient que Yves disait une fois, il allait chercher son fils à l'école et puis il est arrivé, il a vu à distance comment son fils était traité ou quoi, un truc de ce genre. Et puis il s'est dit, je ne veux pas que mes enfants grandissent dans une société comme ça. Philippe Simon aussi avait dit, il me semble, si je me trompe vraiment, qu'il me pardonne, mais il me semble qu'il avait mentionné que qu'il ne voulait pas en tout cas que ses enfants grandissent dans un environnement où ils seraient tout le temps en minorité et ils vont devoir subir des crises identitaires et de couleur de peau parce que vous savez, le mot race, c'est un mot qu'on découvre en fait quand on est en Occident parce que quand on est en Afrique, on ne connaît pas ce mot-là. Tout le monde a la même couleur de peau, plus ou moins. On ne connaît pas ce mot-là. C'est quand on arrive, ou plutôt quand on grandit en Occident, qu'on fait face à ce mot-là et à ce que ça signifie réellement. Donc, pour dire que je donnais ces deux exemples de Yves, de l'investisseur africain, et de Philippe Simo, pour dire que l'endroit où est-ce que le contexte dans l'environnement dans lequel tu voudrais que tes enfants grandissent est super important aussi pour un parent dans les décisions que tu prends pour le futur. Tu dois te poser aussi cette question-là et pas seulement te dire ah je voudrais vraiment il faut que mes enfants aient une meilleure formation, qu'ils aillent dans des grandes écoles. Le confort matériel est super important. Je ne sais pas si c'est le mot matériel, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais il faut pas sous-estimer le bien-être mental et psychologique
aussi des enfants. Je me pose souvent cette question et puis je vais enchaîner sur les questions que chaque parent de la diaspora devrait se poser en toute humilité. Si vous voulez en partager dans les commentaires, partagez dans les commentaires, c'est tant mieux. Mais sinon, le but, c'est vraiment de pouvoir que chacun qui entend ceci puisse, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, commencer à le faire et ceux qui ont déjà commencé, continuer à vraiment se poser ces vraies questions, prendre vraiment des décisions froides sur la base de ce qu'on désire profondément. Mais je me posais cette question, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'Africain est toujours en mode réaction et en mode émotion. Pourquoi nous vivons tant sur la base de nos émotions? Je dis ça pourquoi? Parce que très peu d'entre nous, les Africains, on va, face à une situation, se poser les bonnes questions et réfléchir avec une vision à long terme. Des fois, je me demande, est-ce que ce sont les conséquences de la colonisation? D'un autre côté, je ne veux pas nous positionner en tant que victime et tout le temps, voilà, et donner le tort aux autres. Mais je vous donne un exemple concret de ce que je suis en train de raconter. J'essaye de raconter là. C'est juste une parenthèse. Vous allez voir, par exemple, dans notre société africaine, un parent qui va décéder, par exemple, de diabète, quelqu'un qui va décéder de diabète. Les gens vont aller à ses obsèques, ils vont pleurer, ils vont après manger, boire et puis se séparer. Et puis chacun va dire, ah, c'est vraiment dommage, comment est la façon dont il est mort, c'était quelqu'un de bien, etc. On a beau dire que la personne est décédée de diabète, mais les personnes qui vont quitter cet endroit et qui ont même à peu près le même âge, ne vont pas rentrer et se poser la question de comment est-ce que moi je fais pour anticiper le diabète dans ma vie. Qu'est-ce qui cause même le diabète? Allez se renseigner, c'est ça je veux dire anticiper. Qu'est-ce qui cause le diabète? Comment je fais pour l'anticiper? Et comment est-ce que je revois mon alimentation, réduire les chances? Mais non, on va pleurer et puis on va se séparer et puis on a oublié ce qui s'est passé jusqu'à ce une autre personne, encore on entend parler de... C'est comme ça de façon répétitive. C'est pour ça que je dis on est super émotionnel et super en mode réaction. Et quand on vit comme ça, on peut pas. Il est difficile d'évoluer en fait. Je ne connais pas une société qui s'est basée vraiment que sur les émotions. Je dis ça parce que beaucoup même vont entendre le scandale que j'ai raconté dans la précédente vidéo et puis vont dire ah vraiment c'est dommage ce qui se passe, ah c'est terrible. Vraiment moi-même j'ai déjà vécu une scène comme ça. Ok, après avoir réagi comme ça émotionnellement, qu'est-ce que tu décides pour toi? Est-ce que tu t'assieds et tu réfléchis et tu te dis, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment vis-à-vis par rapport à ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce que je peux faire pour anticiper tout cela? Ou qu'est-ce qui m'attend dans le futur? Alors, on va passer aux questions que je me posais. Généralement, lorsque les parents décident d'aller s'installer en Occident, partons d'Afrique, c'est pour beaucoup se disent, j'aimerais offrir un meilleur avenir à mes enfants. Et il n'y a rien de mal à cela. La société occidentale, effectivement, offre pas mal d'opportunités et d'avantages même pour les enfants. Mais rarement, ces parents se demandent comment est-ce que mon enfant va se sentir en grandissant dans la société? Est-ce qu'il sera bien dans sa tête? Est-ce qu'il aura, comment je le prépare aux crises identitaires auxquelles il fera face? Parce que tôt ou tard, c'est des questions que les enfants commencent à se poser. Est-ce que je suis vraiment, qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis européen? Est-ce que je suis africain? Parce que la société les confronte à tout cela. Et on voit ça même avec les petites filles à l'école. À partir d'un certain âge, elles ne veulent plus avoir les tresses ou bien les cheveux courts, ou bien elles veulent avoir des longues tresses toutes parce qu'elles veulent ressembler aux, aux européennes, aux jeunes filles, aux petites filles européennes qui ont de longs cheveux lisses. Et comme elles ne peuvent pas avoir de longs cheveux lisses, elles vont souvent vouloir avoir des rastas qui sont longs. C'est autant des petites crises identitaires. Bon, ça, c'est encore peut-être minime, mais ça commence par là et ils grandissent avec ça. Et au plus tard, à l'âge adulte, dans la société, dans le milieu du travail, ils font face à cela. Et j'ai envie de dire, les enfants qui grandissent ici sont beaucoup plus confrontés à ces crises identitaire ou bien à ce mal-être psychologique que ceux qui sont venus à un certain âge après le bac, par exemple, les personnes comme nous, parce que ceux qui ont grandi ici, en grandissant étant petits, ils sont convaincus qu'ils sont français, allemands, italiens, belges, espagnols, canadiens, etc. Mais puis à mesure qu'ils grandissent, la société leur dit non, tu n'es pas d'ici en réalité. Et donc ils commencent à se demander mais qui est-ce que je suis en fait?
Vous voyez, c'est super important. Donc, la question que je posais, c'est est-ce que les parents qui décident d'éduquer leurs enfants en Occident, est-ce qu'ils ont pris suffisamment la mesure de l'épanouissement et du bien-être psychologique de leurs enfants? Il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre, mais c'est juste d'en être conscient. Lorsque je décide, parce qu'il y a un confort matériel en Occident, que mes enfants vont grandir en Occident, est-ce que je pense à cet autre aspect? Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est le bien-être psychologique, mental, émotionnel, identitaire de mes enfants ou est-ce que c'est le bien-être matériel? Est-ce que je peux avoir les deux? Certainement pas à la 50-50%. C'est possible, probablement, d'équilibrer dans un certain sens les deux, mais il y aura toujours l'un qui doit être prioritaire et sur lesquels et qui va nous pousser à prendre les décisions qu'on va prendre. L'autre question, c'est pour les parents qui sont déjà ici, ça c'est un autre point. Beaucoup ont du mal à rentrer parce qu'ils se disent, ah, je reste ici pour mes enfants, je reste en Occident pour mes enfants. Mais c'est paradoxal parce que d'un autre côté, les enfants pour lesquels tu restes ici, beaucoup finissent par, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, peut-être surestiment un peu le confort matériel et négligent le bien-être psychologique de ces enfants-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui envisagent retourner, rentrer au pays, une fois de plus, tout le monde ne va pas vouloir rentrer. Chacun va faire ses choix et c'est tout à fait normal. Mais il faut, je veux dire, en faisant nos choix, il faut inclure, il faut inclure cet aspect-là. Pour ceux qui veulent rentrer au pays, en revanche, je nous encourage à voir plus large. On l'a déjà dit sur les réseaux autant de fois, c'est de ne pense pas seulement à ton pays. Des fois, quand j'ai souvent vu les vidéos des gens qui encouragent la diaspora à rentrer, je vois dans les commentaires souvent des gens qui disent ah mon pays, dans mon pays je ne peux pas travailler dans le domaine dans lequel je me suis formée par exemple. Mais qui t'a dit qu'il y a que ton pays dans lequel tu peux rentrer? Ouvrons nos horizons, comprenons que l'Afrique est grand et que si on veut rentrer en Afrique, quand on parle de Back to Africa, il ne s'agit pas seulement de retourner dans son pays d'origine, il y a beaucoup d'autres options. Ça, c'est juste un rappel pour ceux qui considèrent, qui pensent à retourner, à ouvrir vraiment leur esprit dans ce sens-là. J'espère que cette vidéo va être utile au moins à une personne. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Carole, entrepreneur et accompagnatrice de vie. À très bientôt. Ciao.